Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de traverser, de changer de bâtiment, de voir des physiciens. Je suis physicien moi-même. Il y a quelques années, j'étais diplômé en physique. Et ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui, c'est de vous montrer quelles sont les techniques qui ont été développées il y a quelques années, quelques 25-30 ans, pour voir les atomes. Et quand on met des atomes ensemble, on fait des molécules. Donc on va essayer de voir quels sont les principes de base et quelques réalisations. Vous verrez qu'il y a des choses qui peuvent être faites de façon assez sympathique dans le domaine des microscopies à sonde locale, vu que c'est ce dont on va parler. Si vous êtes venu ici, c'est peut-être par curiosité. En effet, vous savez que les scientifiques agissent ou réagissent souvent comme les enfants. Ils sont instinctivement curieux. Je pense que c'est une qualité de tout scientifique d'être curieux. Soyez curieux, même si on vous a dit à un moment donné que c'était une mauvaise chose d'être curieux. Il y a d'autres personnes beaucoup plus éminentes que moi qui ont dit un jour qu'ils n'avaient pas beaucoup de talent, mais qui étaient passionnément curieux. C'est Albert Einstein, que vous connaissez bien sûr. Et donc cette curiosité a poussé les scientifiques, l'humanité, à essayer de découvrir des tas d'horizons, de voir ce qui était infiniment distant. Et avec l'aide d'ingénieurs, ils ont mis au point des satellites, des fusées, etc., pour aller voir et sonder des radiotélescopes pour sonder l'infiniment distant. Ils ont aussi essayé de développer des instruments pour l'infiniment caché. Par exemple, l'imagerie résonance magnétique, l'angiographie, ce genre de choses. On n'est pas obligé de découper le genou pour voir s'il y a un problème. On peut voir ex situ et faire un diagnostic et éventuellement voir si l'opération s'est bien déroulée ou si on a des problèmes de cardiaque, par exemple, ou de circulation sanguine. Et les rayons X également sont une des techniques qui permettent de voir l'infiniment caché. L'infiniment caché, c'est aussi les ultrasons. On peut faire de l'échographie pour annoncer un heureux événement à une future maman, mais aussi on peut regarder, par exemple, par vélocimétrie laser, on peut voir justement les battements du cœur et voir s'il y a des arythmies cardiaques, par exemple. Et donc tout cet engouement pendant des siècles pour justement voir l'infiniment loin, l'infiniment caché, eh bien il y a aussi l'infiniment petit. Et l'infiniment petit, il y a des gens qui ont songé il y a déjà très très longtemps. C'était les philosophes grecs. Là, il y a notamment Leucippe et Démocrite, son élève, qui ont introduit cette notion d'atome. Atome, littéralement, veut dire insécable, indivisible. Et donc, c'est une vision qui a perduré jusqu'au début du XXe siècle. On dit, bah voilà, la matière, le gaz, les solides, les liquides sont faits d'atomes. Et ces atomes vont constituer des briques élémentaires pour faire plein de choses. Tout ce qui nous entoure est fait d'atomes. Et donc, en présence ici de physiciens nucléaires, on sait qu'on peut aller beaucoup plus loin et on peut aller voir encore plus bas que les atomes. Et là, il faut développer d'autres instruments. Je n'en parlerai pas ici. Et donc, la boîte de Lego des chimistes, des physiciens et des ingénieurs, eh bien, c'est essentiellement une centaine d'atomes. Et dans les faits, on utilise peut-être 30 ou 40. Les autres, c'est plutôt des matériaux qui sont parfois peu stables dans le temps. Et donc, pour justement aller voir cet infiniment petit, eh bien, on peut avoir justement les grands collisionneurs pour accéder à des particules, et on peut, avec des équipements gigantesques, voir l'infiniment petit. Vous avez par exemple ici la taille d'un homme par rapport au détecteur. Vous voyez qu'on ne lésine pas sur l'argent et les moyens pour voir l'infiniment petit avec des équipements qui sont très très grands. Nous, on va être moins onéreux que ça. On va essayer de regarder les atomes et d'utiliser des instruments qui coûtent nettement moins cher. Et donc, parmi les instruments de mesure, on va repartir de choses que vous avez vues en humanité, en première année certainement. Quand on met la figure d'Albert Einstein, on reconnaît tout de suite. Lui, c'est un peu plus compliqué de reconnaître qui il est, mais un petit indice, c'est Georg Ohm. Toute la loi d'Ohm que vous connaissez, qui relie l'intensité d'un courant à la tension qui est au bord d'une résistance, et R étant la valeur de la résistance. Et donc, vous savez que si malencontreusement vous coupez un fil, il n'y a plus de courant. Les charges ne peuvent plus passer d'un côté du fil vers l'autre côté du fil. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une barrière de potentiel que l'électron doit franchir pour se retrouver de l'autre côté du fil et ainsi fermer le circuit et pouvoir débiter du courant dans une résistance, dans un circuit extérieur.
Et donc cette barrière de potentiel, c'est quelque chose qu'il faut vaincre. Et donc si vous êtes une particule et vous allez contre une barrière de potentiel, ce qui va se passer, la particule va rebondir, ne pouvant traverser cette barrière de potentiel. Par contre, si vous êtes une onde, si je parle suffisamment fort, dans le couloir, on peut entendre effectivement ce que je vous raconte pour le moment. Et donc, on a une certaine probabilité de retrouver cette onde de l'autre côté de la barrière de potentiel. Si maintenant on est dans un monde réel, la physique classique, je n'ai pas essayé, mais si j'essaie de traverser le mur en courant même très vite, je n'y arriverai pas, ça vous fera rire tout le monde, mais je n'y arriverai pas si j'étais en physique classique. Si maintenant j'étais un être quantique, peut-être certains, je ne sais pas, pour la délocalisation peut-être, ça peut servir, eh bien cet être quantique a une certaine probabilité de se retrouver de l'autre côté du mur, de l'autre côté de la barrière de potentiel. Et donc on va jouer avec ces concepts en particules. Il y a du De Broglie là derrière, hein, on le sent bien, pour justement essayer de comprendre cette probabilité de retrouver un électron de l'autre côté. Et cet effet qui permet de passer de l'autre côté de cette barrière de potentiel, c'est comme si au bas du mur, il y avait un petit trou, et on passe par un effet dit effet tunnel. Et donc, on a un électron qui est face à une barrière énergétique. Le principe de dualité d'un corpuscule de Louis de Broglie permet d'associer une onde à une particule et vice-versa. Et donc, la mécanique classique nous dit que la probabilité de retrouver l'électron de l'autre côté de la barrière est rigoureusement égale à 0. Par contre, la mécanique quantique vous dit que cette probabilité est non nulle, et comme je le disais, on a l'impression que l'électron va passer dans un petit trou en bas de la barrière de potentiel pour se retrouver de l'autre côté. Et l'effet tunnel, qu'est-ce que c'est? C'est le passage d'un électron à travers une barrière de potentiel sous l'effet d'un champ électrique. Donc, si on a compris ce concept-là, on peut tenter d'imager et de voir des atomes de cette façon-là. Cet effet tunnel, on peut, j'imagine que certains d'entre vous ont fait des calculs, je ne sais pas si on voit sur la partie droite ici, à un moment donné, on voit l'onde qui arrive. Est-ce que vous voyez? Bon, on peut faire le calcul d'une progression d'onde, c'est des calculs que l'on fait dans les premiers cours de mécanique quantique. Et donc, si on reprend l'exemple tout à l'heure du fil que l'on a malencontreusement coupé, on va rapprocher ces deux fils et on va mesurer le courant en fonction de la distance qui sépare ces deux matériaux conducteurs d'électricité. Et donc, on a représenté ce courant en fonction de la distance, et on remarque que, par exemple, si on est à 2000 nanomètres, on a, dans les conditions expérimentales, on mesure environ 0,7 nanoampères. Si on double la distance, on voit que le courant diminue environ d'un facteur 2. On a une dépendance exponentielle du courant avec la distance. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue pratique? Et ce sont les deux personnes qui ont mis au point ce microscope à effet tunnel, c'est Heinrich Rover et Gert Binnig, qui, en 1981, ont réalisé le premier microscope à effet tunnel. En 1986, ils ont été honorés du prix Nobel de physique pour justement cette découverte du microscope à effet tunnel. Et donc, pourquoi a-t-on une résolution atomique? Comment peut-on voir les atomes? Eh bien, si vous vous souvenez de ce que je viens de dire maintenant, que le courant dépend exponentiellement de la distance, si on prend comme premier matériau, comme premier électrode, une pointe conductrice d'électricité qui va se terminer, un peu comme dans le Finistère, se terminer par un atome, et qu'on veuille imager la surface ici d'atomes représentée en bleu, eh bien si on regarde tous les couples possibles entre les atomes, le courant va passer entre les atomes qui sont les plus proches les uns des autres. Autrement dit, le courant va passer entre cet atome-là et l'atome qui est juste en dessous. Et donc de la même manière, si on veut mesurer la distance entre deux villes, on ne va pas le faire avec une règle de 30 cm, on a un instrument de mesure qui est adapté à ce qu'on veut mesurer. Donc si on prend des atomes, si on veut mesurer des atomes, on va prendre un instrument de mesure qui se termine par un atome. Et donc l'instrument du scientifique, dans ce cas-là, c'est un atome au bout d'une pointe, et on mesure le courant qui passe au travers de cet atome pour visualiser les atomes. D'accord? Le concept est acquis. Et donc ce qui se passe, on peut mesurer un courant. Et le gros problème que
Rohrer et Binnig ont été, le problème auquel ils étaient confrontés, c'est de pouvoir faire une image. C'est bien de mesurer un courant, mais si on veut une image, il faut pouvoir balayer soit la pointe au-dessus de l'échantillon, ou l'échantillon en dessous de la pointe. Du moins, il y a un mouvement relatif de la pointe par rapport à l'échantillon. Et là, on va faire un appel à une propriété qu'ont certains matériaux, ce qu'on appelle la piézoélectricité. Autrement dit, si on comprime un matériau, eh bien, on peut générer une tension. De la même façon, si on applique une différence de potentiel à un matériau, on peut le déformer. Et donc, on va utiliser ce principe de céramique piézoélectrique et on va mettre l'échantillon sur la céramique. C'est-à-dire que si on applique une différence de potentiel positive, la céramique va grandir. Si on applique une différence de potentiel négative, elle va plutôt se rétrécir. De quelques microns, on va doubler de volume, hein, c'est de quelques microns, vous vous rendez bien compte. Et donc, on a une dépendance linéaire de l'allongement ou la modification de la longueur du matériau en fonction de la différence de potentiel que l'on va appliquer à cette céramique piézoélectrique. Alors imaginez que mes mains soient en piézoélectrique, ma main droite, donc gauche pour vous, et quand j'applique une différence de potentiel positive, mes doigts vont s'allonger, tandis que ce côté-ci, j'applique une différence de potentiel négative, ils vont se rétrécir. Donc qu'est-ce qui va se passer quand j'applique une différence de potentiel? Je vais avoir ce phénomène-là. Et donc vous avez compris qu'en jouant sur la différence de potentiel, on peut créer un mouvement dans une direction. Évidemment, l'être humain n'est pas doté de 4 mains, donc imaginez, on prend 4 céramiques piézoélectriques et on peut balayer exactement comme dans les écrans de télévision ou même le projecteur. Ici, on part en haut à gauche, on fait une ligne, on peut ainsi mesurer à chaque élément d'image, à chaque pixel de l'image un courant, et donc on va associer à une position XY un courant, ou une différence de potentiel, et donc ce courant va être traduit en une hauteur, et on a ainsi une image des atomes. Donc on a un microscope à effet tunnel où vous avez différentes pièces. On va mettre ici l'échantillon, une petite pointe conductrice d'électricité, la céramique piézoélectrique qui est au-dessus de l'échantillon, et tout ceci est connecté à un ordinateur qui va piloter les différents paramètres pour obtenir une image. Et donc, il existe 2 modes pour imager des atomes ou des surfaces de façon générale. On a le mode hauteur constante. Dans hauteur constante, la hauteur est constante. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'au fur et à mesure du balayage, on va mesurer le courant. Et forcément, le courant sera plus élevé sur un atome qui est plus proche de l'atome du bout de la pointe, et plus faible si la distance est plus grande. Et donc si on reporte l'intensité du courant en fonction de la position, on redessine la surface de l'échantillon, des atomes ici. L'autre mode, c'est le mode courant constant, c'est-à-dire que l'on va utiliser une boucle de contre-réaction de manière à maintenir le courant constant et va simplement changer la distance entre la pointe et l'échantillon. C'est beaucoup moins dangereux d'utiliser ce mode-là. Imaginez qu'on soit à hauteur constante et qu'il y a un gros atome au milieu de la surface, on va venir casser la pointe et forcément on aura un court-circuit, ça marchera moins bien. Tandis que si on est à hauteur constante, on va voir qu'il y a quelque chose, on va rester toujours et on va simplement regarder la position verticale de la pointe. Et vous voyez qu'en comparant les 2 figures rouges et vertes, les 2 graphiques, on a exactement la même information pour visualiser des atomes. Et donc vous avez compris, la pointe va balayer l'échantillon et on va avoir ainsi la trajectoire de la pointe va vous donner une information sur la surface. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, on va partir en haut à gauche et on va ainsi balayer et créer des images en STM, Scanning Tunneling Microscope. Alors, cette information que l'on va enregistrer, on va la coder de manière à en faire une image tridimensionnelle. Comment fait-on? Eh bien, on mesure un courant, on va lui associer une couleur. Généralement, pour une valeur élevée, on va mettre une couleur plus claire et une couleur plus foncée pour la valeur plus faible. Et donc, on peut faire une représentation tridimensionnelle, on peut mettre la couleur, et puis après, on peut choisir la couleur que l'on veut. Pour faire joli, ça simplement, on ne change pas la science, là, on met simplement de manière à attirer le regard en changeant les couleurs. D'accord? Mais la mesure principale, c'est la mesure du courant, ici. Un petit
petit film plutôt qu'un long discours. Donc vous avez ici une surface de silicium. Donc vous voyez en haut à gauche le profil qui est mesuré sur cette surface de silicium. Vous voyez que la pointe monte à chaque fois et on va coder l'information par des niveaux de gris. Et donc voilà, on a la surface de ce silicium qu'on dit reconstruit 7 par 7, où chaque petite boule que l'on voit est un atome. Donc on a ici un instrument qui permet de voir les atomes et voir comment ces atomes sont arrangés les uns par rapport aux autres. Si on prend une mine de crayon, du graphite par exemple, eh bien on peut très bien imager les atomes de carbone individuellement. On a ici une image qui fait 2 nanomètres de large. Quand on fait la microscopie à son local, on est plutôt dans les nanos que dans les micros. Et vous voyez ici qu'on mesure un courant qui va varier entre 0 et 600 picoampères. Et donc on va traduire ce courant-là en une hauteur. On peut faire une belle image tridimensionnelle si on veut. Et donc si on veut comparer cette microscopie à effet tunnel par rapport aux microscopies classiques que l'on connaît comme une microscopie optique ou électronique, on se rend compte très rapidement que la résolution latérale et verticale sont vachement améliorées par rapport aux microscopies électroniques à transmission ou à balayage, sans parler évidemment des microscopies optiques. On est en fait limité par le critère de Rayleigh, typiquement la demi-longueur d'onde que l'on va utiliser. Donc on est dans une situation où on peut voir effectivement des atomes, des distances interatomiques, grâce à ce type de microscopie. Pour les coûts, eh bien, on est plus ou moins le coût d'un microscope optique, et le temps de préparation n'est pas le temps qu'il faut parfois consacrer pour la microscopie électronique. Donc on prend l'échantillon, on le met sous le microscope, on peut directement avoir les informations que l'on recherche. On peut bien sûr travailler dans l'ultravide ou à très basse température pour figer les atomes et voir exactement comment ils se comportent. Et voir par exemple quelques images de silicium où on voit que chaque petit, on retrouve la 7 par 7 et on voit ici chaque rangée est composée de différents atomes de silicium. Alors je dis que les scientifiques agissaient comme des enfants. On va voir que quand on a les atomes, on va essayer de faire quelque chose avec, on va jouer avec les atomes. Et une façon de faire, c'est de les manipuler. Alors, quand on veut construire quelque chose en briques Lego ou en Kinex ou peu importe, il y a toujours les mêmes étapes. Il faut d'abord lire le plan. Pour les meubles Ikea, ça marche aussi, mais c'est un peu plus compliqué. On doit d'abord identifier les pièces, repérer les pièces, identifier et les assembler. Eh bien, on va faire exactement la même chose avec la manipulation de l'atome, c'est-à-dire qu'on va prendre une première image, donc on va localiser les atomes sur la surface. Une fois qu'on les aura localisés, on va les reconnaître. Et comment fait-on pour reconnaître un atome de cuivre, un atome de fer, etc. On va faire une spectroscopie. C'est-à-dire qu'on va se mettre au-dessus de l'atome et on va mesurer une courbe I de V. Et chaque atome a son empreinte digitale, enfin spectrale ici, et donc on peut reconnaître les atomes, on peut ainsi les manipuler. Et comment fait-on pour les manipuler? Eh bien, très simplement, en jouant sur la hauteur de la pointe. Imaginons qu'on ait repéré qu'il y a un atome là, on va faire comme un chien qui joue avec une balle, on va venir se mettre sur les côtés et on va pousser les atomes et les mettre là où on a envie qu'ils soient. Donc on a, pour déplacer ces atomes, on a par exemple, là vous voyez ici c'est du xénon sur une surface de nickel refroidi à moins 270 degrés. On ne fait pas ça tous les jours dans tous les labos. Et donc on a une consigne qui pour le moment est de 1 nanoampère. Si on met une consigne à 10 nanoampères, on va se rapprocher de l'atome, on va le déplacer. Une fois qu'on l'a déplacé, eh bien, on peut très bien reculer, aller chercher un deuxième atome. Et un exemple connu, c'est le fameux coral quantique où on voit qu'on a mis 49 atomes de fer et on a fait un coral quantique. Vous savez que le coral, ce que les cow-boys utilisent pour marquer au fer rouge leurs vaches, et donc ils enferment les pauvres animaux dans un coral. Et ici, pourquoi quantique? Vous voyez qu'on a un régime non stationnaire qui va s'établir au fur et à mesure que l'on va placer ces atomes de fer, et au centre, on a l'impression qu'il y a un atome. En fait, non, c'est un maximum de densité électronique, parce que ce qu'on mesure, en fait, c'est la densité électronique des atomes. Et c'est ça qu'on va mesurer. Quand je disais le courant, c'est la densité électronique que l'on va mesurer. On peut justement calculer ce genre de choses. Et vous voyez ici la construction de ce coral quantique, et vous voyez qu'au fur et à mesure, eh bien, on a le centre ici qui apparaît,
Vous voyez qu'il n'a pas du tout la même hauteur que les atomes de fer placés en cercle. Alors on peut jouer, on peut faire un stade quantique si on veut, on peut faire des tas de choses, on peut écrire des petits bonhommes, on peut écrire atomes en caractère chinois. Ça ne sert à rien, parce qu'il faut un microscope à STM pour le voir, on est bien d'accord, mais quand je vous dis que certains scientifiques, et c'est tant mieux, ont un peu de fun, pour le sport, c'est quand même assez sympathique. Évidemment, Aurore Rabini qui travaille chez IBM, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une nanopubicité de 35 atomes de xénon sur une surface de nickel. Donc aussi, ça ne sert à rien, mais simplement, on les a mis en bleu pour faire le code IBM, vous avez compris pourquoi. Et vous avez Don Egler, c'est la personne qui a fait ça, avec ces deux chiens, c'est pas Zeus et Apollon, mais c'est Argon et Krypton, qui sont les deux chiens qui ont aidé Don Egler, en tout cas qui l'ont supporté, pour créer ce logo IBM. Alors vous dites, c'est bien, mais il faut travailler à basse température, etc. C'est un peu plus compliqué. On va passer dans un autre monde ici. On va assembler ces atomes-là et on va faire des molécules, avec des liaisons chimiques, etc. Et on a ici ce que j'appelle une molécule à quatre pattes. Donc on a un cœur, ici en fait, qui est une porphyrine, pour les spécialistes, qu'on a équipé de 4 pattes avec du carbone et de l'hydrogène, avec des groupements méthylés, etc. Et cette molécule à 4 pattes, eh bien, on va s'amuser et on va la pousser avec la pointe d'un microscope STM pour justement la déplacer. À nouveau, ça peut être un jeu, mais on peut très bien utiliser cette porphyrine, ou en mettre plusieurs, pour faire des fils conducteurs électriques moléculaires, par exemple, ce genre de choses, vu qu'on va pouvoir utiliser ces molécules pour faire des jonctions, par exemple, électroniques. Si on a des petits véhicules, on peut imaginer un nanocircuit avec des nanovoitures. Donc on peut essayer de faire, on va mettre une ligne de départ, une ligne d'arrivée, un trajet, une trajectoire, et on va essayer de voir un peu combien de temps faut-il pour parcourir 10 nanomètres avec ces voitures. Et donc on peut faire un nano-championnat de voitures. Un petit meilleur. Où est-on là? Là, c'est pas de lancer de nain, c'est plutôt des causes de voitures. Eh bien, figurez-vous que ça s'est fait il y a 1 an au CMS à Toulouse, sous Christian Joachim. Il y a eu plusieurs voitures, une compétition très très sérieuse, donc il fallait synthétiser la molécule, montrer que la molécule était pure, correspondait à exactement le design qui avait été proposé. Et il ne s'agissait pas de pousser la voiture, mais de, par exemple, envoyer un pulse électrique pour la modifier, pour qu'elle fasse des sauts de puce. Et chaque fois qu'un stress avait été appliqué à la voiture, il fallait imager pour voir où elle était, évidemment. Si on applique un volt et que la voiture fait un bond d'1 micron, on est complètement perdu. Et donc il y a eu des Chinois, il y a eu des Japonais, des Américains, des Suisses, tous ne sont pas là, représentés là, et donc ils ont fait une première course internationale de molécules voitures. Depuis les stands, vous avez les différents microscopes, et en fait vous avez ici 4 microscopes, donc on peut faire 4 courses en même temps. Et la surface était une surface d'or, et donc il fallait, je pense qu'ils ont le premier a mis une bonne semaine ou une dizaine de jours pour parcourir les 100 mètres, et c'est l'équipe suisse qui a gagné. Et donc vous avez ces véhicules, et vous avez sur la droite ici le premier nano-embouteillage, en ayant déposé toutes ces molécules à la surface de l'échantillon. Il n'y a pas quelque chose qui vous a choqué dans tout ce que je vous ai expliqué depuis le début, ou une contrainte qui est quand même assez importante pour faire des mesures d'imagerie STM? Stabilité, je pense qu'on peut la résoudre. Non, plus simple que ça. Il faut qu'on puisse mesurer un courant. Donc il faut que la pointe soit conductrice, que le matériau qu'on veut regarder soit conducteur d'électricité. Au retour de nous, à part les fils électriques, la plupart des matériaux ne sont pas conducteurs. Donc il faut trouver une astuce pour pouvoir quand même visualiser des atomes, ou des molécules dans ce cas-ci, ou des matériaux, avec une technique qui est différente, mais qui est basée plus ou moins sur le même principe, c'est-à-dire de pouvoir interagir, qu'une pointe puisse interagir avec une surface. Et donc ce qu'on va faire, on va regarder justement
les forces qui sont en présence quand on va rapprocher d'une surface, une pointe d'une surface. Et donc, il y a les forces qui sont dues au déplacement d'air, les forces électrostatiques, les tensions superficielles, les forces de Van der Waals, les forces colombiennes, etc. Et donc, si on est capable de sonder ces forces, de ce qu'on va se rapprocher de la surface, eh bien, on aura une information sur la hauteur, par exemple, en maintenant la déflexion constante, par exemple. D'accord? Et donc, ce qu'on va faire, c'est que l'on va placer une pyramide, qui n'est pas nécessairement conductrice, en silicium, au bout d'un levier très très flexible. Et c'est ce levier flexible qui va défléchir et qui va permettre de voir quelle est l'inclinaison du levier par rapport à la surface. Donc, comment on fait pour détecter justement cette déflexion? Eh bien, ce qu'on va faire, voilà par exemple les pointes que l'on utilise, hein. Donc on a toute la physique se passe ici, les atomes du sommet de la pyramide qui elle-même est située à l'extrémité d'un levier flexible. Ça fait quelques millimètres pour manipuler. Et bien on va utiliser un laser. Et on va éclairer l'arrière du levier avec le laser, et en fonction des lois de la réflexion, si le laser descend, le spot laser va descendre sous le cadran, et donc on va pouvoir ainsi visualiser, voilà, qu'on peut présenter ici. En fonction de la topographie, on aura une position différente et on peut mesurer la déflexion du levier qu'on appelle cantilever en anglais. Et donc on a ici la possibilité de mesurer des objets très petits, des molécules ou des atomes, sans pour autant qu'ils soient conducteurs d'électricité. Et donc, vu de loin, un AFM, ça ressemble à un STM. La seule différence, c'est qu'ici, on a un spot laser, qu'on voit en rouge ici, qui va éclairer, comme je le disais, l'arrière du levier pour faire mesure. Cette fameuse tête AFM, on a à nouveau une céramique piézoélectrique, comme tout à l'heure pour le STM, électronique connectée vers un ordinateur, et on place bien sûr l'échantillon à proximité de la pointe de mesure. Et on peut commencer à imager pas mal de choses. Ici, du sel de cuisine, et on voit l'arrangement des atomes, et en principe, on voit ici essentiellement les ions chlorure sur l'image AFM. Et donc, la microscopie à force atomique est devenue tellement puissante qu'on peut travailler dans l'ultravide aussi. On va avoir un exemple en milieu liquide. Et ici, on va utiliser un diapason, le diapason qu'on retrouve dans les montres à quartz. Et on va coller une pointe ici. Et cette pointe va interagir avec la surface. Et on obtient des images dans lesquelles on peut voir les atomes et les liaisons entre les atomes pour former les molécules. Donc c'est un petit peu la mort du STM, parce qu'on peut par exemple imager une molécule, on ne sait absolument pas à quoi elle ressemble. On peut la dessiner dans un ordinateur, il y a des chimistes qui font ça très bien, j'en connais plein. Et donc, voir quelle conformation elle a, et bien sur une surface, on peut regarder par microscopie, qu'on appelle le non-contact, je ne vais pas entrer dans les détails ici, on peut voir des atomes, et on peut voir comment la molécule est déformée. On peut même voir, par exemple, les liaisons par pont hydrogène entre deux molécules. Donc on peut imaginer dans le liquide, je disais, donc on peut regarder de l'ADN, on peut regarder des échantillons biologiques et voir ce qui se passe à ces échelles-là. On peut bien sûr avoir des pointes spéciales, par exemple on peut mettre une sphère que l'on va fonctionnaliser, par exemple avec des protéines, regarder les interactions entre ces protéines-là et des surfaces. Donc il y a plein de choses qui peuvent se faire, toujours basées sur le même principe d'interaction entre la pointe et l'échantillon. On peut prendre des nanotubes de carbone très très fins pour aller voir dans des objets dont le facteur d'aspect est très important. On va aller au fond des trous, par exemple, dans des matrices poreuses, par exemple. On peut utiliser des pointes fonctionnalisées par un nanotube de carbone. On peut prendre plusieurs pointes, par exemple, pour imager simultanément. Il y avait un projet d'IBM, je ne sais pas si vous avez entendu parler de projet Millipede, 1000 pattes, qui en fait c'était 1000 pointes AFM comme ça, qui étaient toutes sur une matrice 1024 et qui faisaient des petits trous dans un polymère, exactement comme les cartes perforées. Donc ça permet de faire un enregistrement de l'information comme dans les mémoires flash, etc. Mais c'était dans un matériau polymère, bon, c'est pas abandonné, mais c'était le projet 1000 pattes qui utilisait justement ces pointes AFM. Et donc, cette microscopie à champ proche, on a besoin d'un certain nombre de choses. Je vais terminer dans 2-3 minutes. On a besoin d'une sonde locale, bien sûr d'un échantillon, ça va de soi, qui est déposée sur les céramiques
des céramiques piézoélectriques qui vont autoriser le déplacement d'échantillons en X, en Y et en Z, la sonde locale qui va mesurer une propriété. Ça peut être le courant, ça peut être la force, ça peut être le champ optique, on peut mesurer n'importe quelle propriété, la propriété mécanique, thermique par exemple. On va détecter cette mesure et on va utiliser un asservissement, par exemple, on va dire courant constant ou force constante, et de là on va pouvoir obtenir une image. Et donc, les microscopies à force atomique sont une bien grande famille. Vous voyez ici, je vous ai parlé brièvement de l'ESTM et de l'AFM. On peut faire les forces magnétiques, les forces électrostatiques, les microscopies à sonde de Kelvin pour pouvoir, par exemple, mesurer des potentiels d'extraction, ce genre de choses dans les cellules solaires, des choses qu'on fait couramment pour le moment. On peut mesurer des conductants ioniques, on peut faire plein de choses. Le potentiel chimique, simplement en changeant et en ayant la bonne pointe adaptée à la mesure que l'on veut faire. Et donc justement, au-delà de cette morphologie, eh bien, on peut mesurer par exemple les propriétés mécaniques. Sur la gauche, vous avez simplement un post-it, les papiers repositionnables, et donc on voit que c'est fait d'une matrice. En vert, vous avez ici l'adhésion, et vous voyez que c'est fait de plein de petits domaines, d'une vingtaine de nanomètres qui ne sont pas adhésifs, qui vont créer la cohésion dans le matériau, dans une matrice qui est souple, parce qu'un post-it, vous le retirez, il ne faut pas qu'il reste de la colle, et vous voulez qu'il colle un peu plus loin, un peu plus tard. Donc il faut une certaine cohésion dans le film, et vous voyez, on voit peut-être moins bien, mais dans le canal de déformation ici, on voit que la matrice se déforme, tandis que les petites particules rigides ne se déforment pas. Les propriétés électriques sur la droite, c'est par exemple ici un mélange de polymères, du poly-3-exylthiophène, qui est un matériau qu'on utilise dans les cellules photovoltaïques, et un nanotube de carbone, et vous avez ici les mesures électriques, et vous voyez que le P3HT, le poly-3-exylthiophène, forme des fibrilles, dont la largeur fait une vingtaine de nanomètres, et donc on peut mesurer ces propriétés électriques. On peut mesurer aussi dans une cellule photovoltaïque, quand il y a en fait c'est le potentiel ici de la lumière, on ne voit rien, on voit lorsqu'on coupe le courant, la lumière, on a les différences de niveau, donc on peut voir l'effet de la lumière sur les cellules photovoltaïques in situ, et voir par exemple dans une hétérojonction que le courant se situe et se va se localiser justement à l'interface entre donneur et accepteur. Ce sont des détails techniques. Voilà, donc il y a d'autres techniques aussi que l'on peut utiliser. Cette pointe, on peut l'utiliser comme une plume d'oie, aller tremper la pointe dans de l'encre et pouvoir écrire des choses très petites, ça se fait. On peut coupler ça à la microscopie infrarouge, microscopie Raman. On peut faire plein de choses à partir de ces techniques. On peut même reconstruire le monde. Vous avez ici une image de la map monde. On a une pointe qui va chauffer et on va retirer, on va creuser dans les océans et on va, en calibrant correctement, on a ici la profondeur en fonction de la force et d'appui du courant qu'on va faire traverser la pointe. Et on peut par exemple partir de l'océan ici, on a le Mont Blanc, on a la chaîne de l'Himalaya et on retrouve dans la mer de Chine de l'autre côté. Et le tout fait à peu près une dizaine de micromètres. C'est scientifique, de grands enfants quand même. Donc on peut en effet reconstruire le nanomonde avec les microscopies à sonde locale. Évidemment, on peut faire d'autres choses plus intéressantes. Oui, exactement. Mais disons que c'est le genre de choses qui, pour le grand public, est intéressant. C'est un petit peu ici, on utilise évidemment ce genre de technique pour faire d'autres choses plus intéressantes. Donc, en guise de résumé, de conclusion, je vais vous dire que sentir l'objet, sentir les atomes, sentir les molécules, c'est les voir. Et donc, quand on dit voir les molécules, on détecte plutôt, par exemple, on dit voir les atomes, c'est plutôt détecter la densité électronique qui est autour de l'atome et de pouvoir l'identifier par une spectroscopie. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.